Coup de cœur, coup de gueule, événement. Jacques Chancel met la télé dans la ligne de mire tout de suite sur France 3. Bienvenue à Ligne de Mire. Nos invités, Philippe Gildas. Paul Amar. Côté télévision, ni coup de cœur, ni coup de gueule cette dernière semaine. On embarque donc très vite sur la deuxième quinzaine de septembre sur la frégate Canal+, où l'équipage change comme nulle part ailleurs. Christine Lenièvre a rencontré les nouveaux marins du capitaine Gildas. La mission, si vous l'acceptez, monsieur de Greff, c'est de choisir de nouveaux talents autour de Philippe Gildas pour faire en sorte que nulle part ailleurs, après 10 ans d'antenne, fasse encore rimer talk avec show. À l'antenne depuis le 2 septembre dernier, les nouveaux visages de cette mission impossible. Alors, Alain de Greff m'a pas vraiment donné de mission, vu qu'il m'a dit bonjour et puis après il m'a dit bienvenue, donc c'était assez bref. Par contre, c'est surtout Jérôme, et en fait, c'était de faire au mieux, de pas être désagréable avec mes petits camarades, comme Bijoux, et puis voilà quoi, et de parler des choses qui m'intéressent. Cécile Simeone. Alors Cécile Simeone a d'abord participé à quelque chose qu'on avait fait sur le web de Canal+, à l'occasion du Festival de Cannes. C'était sa plastique qui avait séduit l'équipe qui s'occupe du service Internet de Canal+. Et notamment, elle a été amenée dans le cadre de cette petite fiction à faire une météo à nulle part ailleurs. Je lui ai juste demandé si ça l'amuserait de continuer la saison prochaine, et justement, c'est ce qu'elle avait envie de faire, donc ça s'est conclu tout à fait naturellement. Eh bien, Alain de Greff, cette année, m'a donné la mission de faire la météo. Donc, je vais essayer de la faire du mieux possible, et j'espère que le temps m'aidera, qu'il va neiger à Noël, qu'il y aura des giboulées en mars et du soleil l'été. Enfin, à part ça, voilà, c'est ma mission, ma grande mission. On peut avoir moins de bruit, s'il vous plaît? Trois nouveaux humoristes dans Nulle part ailleurs, c'est d'abord et avant tout trois types d'humour largement différents. Laurent Baffy, c'est la spontanéité. Raphaël Mesrahi, c'est un travail interactif entre des choses écrites et confronté à la réalité. Et Benoît Poelvoorde, c'est au contraire quelque chose de très très écrit, très mis en scène, très réalisé. Raphaël Mesrahi, c'est pas un inconnu puisqu'il avait participé aux ondes de Patrick Sébastien. C'est quelque chose qui joue sur un humour qui joue sur des choses écrites, un personnage qu'il interprète, mais qui se confronte à des personnages réels, connus ou inconnus. Voilà, j'ai pas envie de faire rire avec de la méchanceté, de la vulgarité. Et, de temps en temps, c'est limite, mais les gens jouent le jeu parce que les caméras sont rarement cachées, les caméras sont visibles, donc ils m'acceptent ou ils m'acceptent pas. S'ils m'acceptent, c'est qu'ils jouent le jeu, et donc il y a une complicité qui est fantastique. La mission que m'a confiée Alain de Greff est de balancer quelques conneries durant l'émission pour essayer d'égayer un petit peu cette émission qui est un petit peu vieillotte maintenant et qui n'amuse plus personne. Il faut bien le dire. C'est fini? C'est bon? Philippe Gildas, Nulle part ailleurs, commence sa nouvelle saison, la 10e, et dans le même temps, vous annoncez, c'est ma dernière année. Donc vous recherchez un successeur, vous dites c'est fini. Ça fait un bout de temps, hein. Non, non, que je cherche un vous l'avez dit parfois, mais cette fois-ci, est-ce vrai? Oui, est-ce vraiment votre dernière année? Cette fois-ci, je crois qu'il faut savoir marquer le terme, donc je le dis volontairement au début de l'année pour qu'il n'y ait pas de surprise, et puis qu'en revanche, on me laisse prendre mon pied tout au long de cette 10e saison. Donc c'est vrai, à la fin de l'année, j'arrête, et on a un an pour trouver le remplaçant ou la formule de remplacement.
Vous estimez que Nulle part ailleurs a fait son temps? Ah, pas Ou du bien tout. vous êtes fatigué, lassé, vous voulez passer à autre chose? Non, je pense qu'on a changé sans arrêt Nulle part ailleurs. On a pratiquement tout changé dedans. Les nuls sont partis, Antoine est parti. On vient encore de renouveler tout le stock de chroniqueurs qui avaient fait leur usage et bien travaillé. Oui. Donc on en a de nouveaux. Et le seul type qui reste depuis le début, c'est moi. Donc je pense que l'étape suivante consiste à me changer moi. En revanche, Nulle part ailleurs, c'est une formule qui, en fait, est générique, hein, recouvre l'ensemble des 2 heures de l'Access Prime Time de Canal. C'est la vitrine du soir qui permet en clair de montrer quel est le ton de la chaîne. Je ne vois pas pourquoi on arrêterait cette formule, qu'on peut d'ailleurs modifier autant qu'on le veut de l'intérieur. Et je pense d'ailleurs que celui qui me remplacera, celui ou celle... Vous pensez qu'elle peut rester sans vous? Ah oui, tout à fait. Mais sauf qu'elle évoluera de la même façon. Alors vos marins sont bons, vous êtes l'amiral, il y a aussi le capitaine Jérôme Bonaldi. Tout cela fait quand même une série de visages totalement différents. C'est une belle galerie, je crois. D'ailleurs, regardez de près Nulle part ailleurs, en fait, c'est une... Qui ne fait pas désordre. C'est tout, je pense que c'est mon travail à moi et peut-être ma principale qualité, c'est-à-dire d'être capable d'être un assez bon mécanicien qui retricote chaque soir en direct tout le tricot au point de pouvoir y accepter des perturbateurs comme Laurent Baffy sans que ça fasse trop désordre. Pour Il vous était nécessaire, Laurent Baffy? Ah, totalement. Totalement. Je pense que autant je peux dire que je suis un bon mécanicien, autant je ne suis pas un comique. Moi, on ne se refait pas. J'ai été journaliste suffisamment longtemps. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits et les faits justes. C'est mon métier de faire le talk. Ça n'est pas vraiment de faire le show. Donc, j'avais eu la chance, grâce à Bellemare et puis à Jacques-Antoine, grâce à La tête et les jambes et puis ensuite à La chasse au trésor que j'ai créé avec Dieu le veut, j'avais eu la chance d'apprendre à animer aussi des jeux. Donc, ça m'a bien aidé pour essayer de faire un talk qui soit un peu chaud. Mais mon rôle, là encore, était d'accueillir les nuls la première année, de leur faire la place, d'accueillir ensuite Antoine, enfin la suite, vous connaissez. Et puis aussi les guignols de l'info. Les guignols, les déchiens... Les guignols, parfois, ne vous épargnent pas. Alors comment vous recevez cette manière qu'ils ont de se moquer de vous? Comme la dîme nécessaire. Si on se moque des autres, oui, il faut donner un petit peu. Vous n'avez pas, vous, d'obligation de résultat? On n'a pas d'obligation de résultat. On n'est pas obligé de faire de l'audimat, hein, comme on dit. Mais, quand même, il vous faut un public. Ce serait totalement stupide de faire une télé en se disant on s'en fout de savoir si elle est regardée ou pas regardée. Non, d'autant qu'en plus... L'avantage de ne pas avoir besoin de faire de l'audimat, c'est que ça permet de faire une télé qui se zappe. Et c'est vrai que si on devait faire de l'audimat, on ne ferait pas une émission qui, avec la troupe Bonaldi, dure quand même 2 heures. Donc c'est une émission où nécessairement, à cette heure-là surtout, il faut laisser la possibilité à chacun d'entrer et de sortir. Donc c'est vrai qu'elle est constituée de modules qu'on peut prendre indifféremment. On peut sortir de France 2 ou France 3, on peut venir du journal régional, regarder un bout de Drucker et puis arriver chez nous ensuite. Donc c'est ça, ne pas avoir d'obligation de résultat. C'est génial. Alors comme vous dites vous-même, c'est ma dernière année, je lève le pied, nous nous sommes demandé qui peut remplacer Philippe Gildas. Ça va être dur, et comme nous avions beaucoup de mal à nous répondre, Eva Choucroune a fait sa petite enquête. Qui vous voyez comme successeur à Gildas? Ça ferait bien Philippe Vecchi et Devoise. Giroud. Je dirais de Chavannes. De Caunes. De Caunes, ouais. À mon avis, le seul remplaçant qui tient la route à ce jour, c'est Philippe Gildas. Voilà. Vous direz Dieu est mort, on ne va pas le remplacer par un autre Dieu, puisque Dieu est mort. On ne remplace pas son père. On aura un tuteur peut-être, mais ça ne sera pas un remplacement, ça sera autre chose. Ça ne peut être autre chose. Il est irremplaçable. Je pensais qu'il était inamovible, mais enfin bon, on verra en juin. Bon, Philippe m'a déclaré assez souvent depuis 10 ans qu'il souhaitait arrêter à la fin de la saison en cours. Je ne suis pas sûr que ce soit la dernière saison. J'ai une petite idée sur... j'ai même une dizaine de petites idées sur son éventuel remplacement, mais ce sont que de mauvaises idées. Il est à la fois gentil et il se trompe. Hein. Il est gentil. D'abord, je suis sûr qu'il a des idées, et de bonnes idées comme d'habitude. Mais Alain a tort de croire que c'est une parole en l'air. Sincèrement,
Je pense qu'il faut savoir arrêter. Et je me suis rendu compte dès le début de cette année que j'allais beaucoup m'amuser. Et vraiment, il y a très longtemps, disons depuis les 2 dernières années de la présence d'Antoine à mes côtés, depuis cette époque-là, je ne m'étais jamais autant amusé que cette année. Baffy est un type adorable. On a retrouvé un agrément au talk en insérant Jean Telet, Agnès Michaud et Albert Algou qui en alternance préparent le talk et lui donnent donc un peu plus de fond. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a 7 ou 8 mois, on avait dit avec De Greef qu'on voulait revenir à un peu plus de sens, mais on ne s'était pas rendu compte de ce qu'on disait. Décidément, on nous emprunte beaucoup et inutilement. Depuis, tout le monde veut faire du sens. J'espère que tout le monde a toujours fait du sens. Ce qu'on voulait dire, nous seulement, c'était qu'on voulait être un peu plus en phase concernant le fond avec ceux qui nous regardent et qui sont a priori un petit peu plus branchés que sur une télé tout public. Ah, vous le savez, Philippe Gildas, parfois le père désigne le fils. Qui peut vous remplacer, à votre avis? Oh non, je ne suis pas capable. Vous avez envie, par exemple, de demander à Antoine Decaune, assure le relais? Ah ben si Antoine veut revenir, lui, il a l'avantage de connaître la maison. Mais on va prendre l'exemple d'Antoine. Si Antoine me succède l'an prochain, génial. Mais il fera nécessairement autre chose. Il fera du Decaune. La flagornerie de Bonaldi tout à l'heure, Dieu est mort, et Bonaldi, alors il est quoi, le fils de Dieu, lui? Il peut vous remplacer aussi. Donc il pourrait aussi. Vous savez qu'on parle de Jean-Luc Delarue. Pourquoi pas? Mais il sera moins... Vous y avez pensé, vous? Non, parce que je pensais qu'il n'était pas dans les tarifs, mais sinon, pourquoi pas, sur le plan du talent. Cela dit, il faut, je ne dis pas ça pour Jean-Luc, mais il faut, à cette place-là, une qualité que je revendique depuis toujours, c'est une certaine humilité. Oui. Parce qu'on est quand même là, fondamentalement, pour servir la soupe aux autres. Pour faire en sorte que tous ceux qui vont entrer dans le train, tous ces wagons qui s'accumulent, soient heureux d'être là, car le type qui se sentirait un tout petit peu ou brimé, ou mal à l'aise, ou mal accueilli, ben, ça rejaillirait sur le ton général de cette émission qui doit tout de même être d'abord un peu de gaieté dans un monde un peu triste. De quelle forme de télévision êtes-vous le plus proche? De toutes les télévisions. Parce que je suis obligé de rappeler que vous êtes aussi président d'Ellipse, donc vous faites des fictions, vous organisez des jeux, vous... Oui. Vous êtes homme d'affaires? Oh oui, non, mais homme d'affaires, si. Non, je suis homme de production. Oui. Non, moi, mon travail à moi, c'est à la télévision ou à la radio, et peut-être ailleurs, mais ailleurs, j'ai pas eu vraiment l'occasion. Moi, ce que j'aime faire, c'est être chef d'équipe. Je sais, Bonaldi va se foutre de moi en disant chef, il veut d'abord être chef. Non, j'aime bien animer une équipe, même s'il y a un chef au-dessus, et j'aime bien faire en sorte que les gens, tout d'un coup, prennent leurs pieds dans leur boulot. Je trouve que c'est tellement rare. De ce manque de gaieté générale, quand on a la chance d'être à la télé, quand on a la chance d'avoir un instrument pareil, quand on a la chance en plus d'être sur Canal+, et avec quasiment 2 heures tous les soirs, au minimum qu'on soit heureux. Alors, je rappelais que vous étiez également le président d'Ellipse. À ce titre, vous produisez de nombreux programmes. On se souvient de Tintin. C'est un très bon souvenir pour nous tous. On est en train de finaliser Blake et Mortimer. Et il vous arrive parfois de faire l'acteur. Vous vous souvenez de L'amour en prime? Oui, oui, mais ça, c'est... Non, mais regardez, parce que... C'est une horreur. Non, vous dites tout de la télévision avec Jean-Yann. Regardez. L'amour en prime, là où vous faites l'acteur et vous dites quelle horreur, vous vous trouvez mauvais? Heureusement que c'est pas mon métier. Hein. Mais il y a quand même une phrase. En plus, ça oblige à mettre un costume. Quelle télévision formidable nous ferions s'il n'y avait pas le public? Je ne suis pas sûr, d'ailleurs. Oui, mais non, mais vous le dites quand même. Oui, je sais, parce que c'est dans le texte. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une vérité, là? Je veux dire par là, est-ce que les télévisions n'obéissent pas à des attentes du public, d'ailleurs des attentes que l'on connaît très mal? La télé qu'on fait pour soi-même, à mon avis, c'est vidéo gag. Hein. Oui. Ce sont les gens chez eux qui se filment et qui envoient ça ensuite à la télé pour se regarder à nouveau. Là, ils sont carrément en boucle. La télé qu'on ferait sans public, je pense que ça serait une horreur. En revanche, je vois bien le côté spécieux de l'argument dans le film, là. C'est que il arrive trop souvent que les responsables des programmes anticipent ou exagèrent la demande du public, aillent un peu trop dans le sens du public, et ça peut conduire à faire une mauvaise télé. Mais vous avez vu quand même, les années qui viennent de passer, sur la plupart des chaînes ont démontré qu'il fallait faire très attention à ça. Hein. Le public, il finit par vous en vouloir. Alors, il y a le Philippe Gildas que l'on voit tous les soirs sur Canal+, dans Nulle part ailleurs, et puis il y a l'autre Philippe Gildas, qui est celui qui conçoit des programmes. Et je me souviens qu'à un certain moment, vous souhaitiez damer le pion au commandant Cousteau. Vous parliez d'un bateau. Ce bateau, on n'en parle plus. Qu'est-il devenu? Non, c'est pas... Vous avez coulé?
Pas du tout. C'est ce bateau qui vient cette ellipse, à partir de ce bateau et de nos 2 sous-marins, cette ellipse qui a monté cet été la campagne de plongée sur le Titanic. Donc on l'a monté pour la société RMS, qui est la société américaine qui est propriétaire des droits, qui par ailleurs avait monté lui toute une autre opération en spectacle avec des croisiéristes qui sont venus voir les opérations. Mais nous avons monté la campagne avec l'aide pour la partie technique et ô combien capitale de l'Ifremer, parce que l'Ifremer et son sous-marin le Nautil pouvaient plonger jusqu'à 4000 mètres. Nous avons trouvé le partenaire américain qui était absolument indispensable au montage de la production, et on a produit, c'est en cours de montage actuellement, je ne les ai pas encore vus, avec Discovery, 3 heures de programme sur le Titanic à partir de notre bateau l'Océan Voyageur et des 2 sous-marins. Le bilan est positif? Ah non, le bilan n'est pas positif du tout. Et dans le cas du bateau et des 2 sous-marins, qui, chaque fois qu'on les met à l'eau, coûtent quand même cher, bien, ça conduit à faire des programmes qui seront difficilement compatibles avec le prix du marché. Alors, à un certain moment, vous avez été, Philippe Gildas, l'animateur de la course au trésor, lorsque Dieu le veut était en piste. Oui. Il vous arrive aujourd'hui de regarder l'émission de France 3 avec Sylvain Rougier. Oui, Sylvain, oui, tout à fait. Et Sylvain a travaillé avec nous assez longtemps, hein, nulle part ailleurs. La carte au trésor. Moi, j'adore ce type d'émission parce que, d'abord, je trouve que là, c'est une façon très élégante de faire participer les spectateurs, de les faire jouer, de les faire démontrer toute leur qualité. Et puis, c'est une autre façon de découvrir la France. Et c'est vrai que vue du ciel, je suis un peu trouillard, moi, en hélico, mais vraiment, la France vue du ciel, c'est beau. Alors, quand c'est Augier qui vous la montre, c'est génial. Alors, parallèlement à l'émission que nous avons vue chaque semaine sur France 3, la chaîne avait organisé un jeu. L'émission, d'ailleurs, va passer d'une manière mensuelle maintenant. Et le soir de la dernière, nous avons suivi un médecin qui a fait lui-même sa quête du Graal. Reportage d'Olivia Delpo. Depuis le 6 août sur France 3, la carte au trésor est un jeu de piste au cours duquel 2 candidats, munis chacun d'un hélicoptère, ont pour mission de trouver un trésor. Les téléspectateurs ont eux aussi leur trésor, la fameuse Rose des Vents. Pour la trouver, 65 indices ont été diffusés lors des émissions, mais aussi sur Minitel, par téléphone et sur le magazine Réponse à tout. Un trésor vous attend pour vous qui nous regardez ce soir et qui nous suivrez. Depuis le 6 août, donc, on peut compter plus de 50 000 connexions Minitel et dénombrer quelques 400 accros de la chasse au trésor. Il y a 2 types de chercheurs. Le pro, méthodique, équipé, le nez dans ses encyclopédies, celui en fait qui se réveille la nuit pour tracer des alignements. Le moins sérieux, lui, est sur les traces du pro et suit son instinct à grands coups de pioche dès qu'un bout de terrain le séduit. Ce mardi 10 septembre, on sait que c'est dans les monts de Blon que la rose est cachée. Peu précis pour l'instant, mais ce soir, la dernière diffusion de la carte au trésor doit livrer des indices essentiels. Cette région tranquille est tout d'un coup une vraie fourmilière de chercheurs sur le pied de guerre. Voilà, juste derrière nous, un véhicule d'un autre département. Et croyez-moi, on va en voir d'autres. Parmi eux, Gérald Gay, alias Météor, un passionné et un pro de la chasse au trésor. Depuis plusieurs semaines, en effet, les chercheurs ont sillonné quelques lieux dits stratégiques. Cette nuit, il va falloir être efficace, mieux vaut avoir repéré de jour. Tenez, regardez. Voici un trou qui n'a certainement pas été fait par un lièvre ou par une taupe. En tout cas, lorsque je suis venu ici il y a 3 semaines, il n'y était pas. Vous êtes prêts pour ce soir ou pas? J'ose l'espérer. En tout cas, on a mis tous les moyens de notre côté, car je ne suis pas tout seul, c'est un travail d'équipe. Oui. Et il y a 3 têtes pensantes, je crois. Oh, il y a 3 lieux de têtes pensantes, à Angers, en Avignon et à Paris, oui, qui sont à pied d'œuvre, devant la télévision, le Minitel, leur téléphone. Un chercheur? Eh oui, on entend. Ah oui, j'en ai croisé beaucoup, depuis le début de l'après-midi. Ça va être une course de vitesse. Tout à fait. Premier arrivé, premier servi. Et d'ailleurs, je suis ravi de votre présence qui m'évitera de me prendre un coup de pelle sur le coin de la figure, car au moins, ça laissera des traces. Parce que ça peut arriver, ça. Bon, on imagine qu'il y a quand même des fêlés qui cherchent ce genre de choses, des mystiques, ésotériques, et qui sont prêts à tout pour rafler le chèque de 100 000 francs. Vous, c'est tout à fait ludique. C'est vraiment... c'est uniquement pour le plaisir intellectuel. Pour Gérald, la chasse au trésor est un jeu intelligent, avant tout. La Rose des Vents n'est pas tête en l'air. Bien. Et c'est en rapport avec quel indice de la semaine dernière?
Gérald s'est installé en pleine nature pour suivre l'émission. Il est ainsi à proximité de tous les lieux où potentiellement, selon lui, peut se trouver la rose. Regardez, écoutez surtout et notez-le sur un bout de papier car maintenant vous devez commencer à progresser sur cette rose. Environ 377 mètres. Gérald est en contact téléphonique quasi permanent avec ses équipiers. À partir de l'indice, 377 mètres, il décide de se rendre en pleine forêt sur le site dit La Pierre au Sacrifice. Ouais, là voilà, ça y est. Il est à peu près 23 h, on se croirait à Saint-Tropez en plein été. D'autres chercheurs me faisaient part de leur supposition en reluquant discrètement ma carte, histoire de tricher comme au lycée. Vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde? Non, pour être franc, non. Surtout aussi rapidement. Vous avez vu, on s'est retrouvés quasi instantanément sur le site. Et en plus, on n'était même pas les premiers. À 3 h du matin, Gérald décide d'aller s'isoler à l'hôtel et va travailler une grande partie de la nuit. Tandis que la forêt ne désemplit pas. Le lendemain, à 13 h, la rose n'est pas trouvée. Gérald quitte la région. Vous restez quand même sur le coup? Ah ben, c'est évident. Jusqu'à ce qu'elle soit trouvée, ça par bon ou par un autre. Vous comptez revenir quand? Je ne souhaite pas vous le dire. Suspense, vitesse, stress. Plus que la rose des vents, certains avoueront vouloir retrouver le sommeil. Cette rose des vents a mobilisé des centaines de chercheurs qui ont d'ailleurs remué ciel et terre et une partie de cette forêt. On peut faire n'importe quoi. Oui, comme on dit dans la pub à Canal, au moins quand vous êtes sur la rose des vents, vous n'êtes pas devant la télé. J'espère qu'ils n'ont pas trop massacré d'ailleurs la forêt parce que les champignons ne pousseront pas là où ils ont creusé les trous. Je voudrais maintenant vous offrir une revue de presse, notre revue de presse 2e édition, puis je vous demanderai, après l'avoir écouté, de réagir. Les quotidiens font la part belle à la révolution radiophonique que Jérôme Bellet impose à Europe 1. Redistribution complète des cartes, changement de cap. Europe 1 se prend cette fois-ci pour France Info. Dans Libération, Jérôme Bellet risque tout. Avec cette pique de Sylvie Briet, Bellet n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir, mais il a tout changé. Dans Le Parisien, Europe 1, le pari de la dernière chance. Jean-Luc Lagardère mise sur l'information, le dialogue, le débat. Fini la musique. Et Maurice Achard salue, comme il convient, l'émission de Michel Field à 17 h, qui sonne vraiment comme l'Europe numéro 1 de la grande époque. France Soir titre « Le coup de balai de Bellet » et annonce le retour de Jean-Pierre Elkabbach vers la mi-octobre pour un entretien quotidien, ce qui est une sacrée nouvelle. Relevé également dans Le Monde, l'agence France Presse, la FP, la plus ancienne des agences mondiales d'information, franchit une nouvelle étape de son développement. Elle lance à son tour une chaîne câblée avec les Américains. Au télégraphe d'hier, au texte et à l'image en numérique, s'ajoute aujourd'hui la télévision qui devient le nouveau support de l'AFP. Pour le reste, des broutilles, sauf ce communiqué de victoire. Canal+ a franchi le cap des 8 millions d'abonnés dans le monde. 8 millions d'abonnés, Canal+, il faut préciser tout de suite, c'est le jeu des alliances, Philippe Gildas. Des rachats, même. La dernière alliance. Dans la circonstance, c'est plus qu'une alliance, là, c'est un achat, hein, ça sera une fusion donc au début de l'année prochaine avec... les Sud-Africains. Oui, et à capitaux à 50% suisse d'ailleurs, oui. Mais qui était, ce groupe Nettold, le vrai concurrent technologique de Canal, puisqu'il y a 2 boîtiers qui fonctionne vraiment bien aujourd'hui. Il y a le Mediamax de Canal et il y a Irdeto du groupe Nettold. Et puis quand on regarde la carte géographiquement, bien là où sur l'Europe notamment Canal était, il n'y avait pas Nettold, et là où Nettold était, il n'y avait pas Canal. Donc c'est un joli maillage pour la télévision payante. Hein. Votre opinion sur la transformation d'Europe 1 ? Je souhaite bonne chance au chirurgien Bellet. Je lui souhaite sincèrement bonne chance parce que c'est une maison où j'ai passé, je ne sais pas exactement d'ailleurs, 14, 15 ou 16 ans. Mais ce qu'il a fait était peut-être nécessaire. Cela dit, c'est vraiment chirurgical et on connaît la règle, hein, à la radio ou à la télé. On sait ce qu'on perd. On sait que quand on change, on perd nécessairement. On ne sait pas toujours combien on va gagner et combien de temps il faudra pour gagner. Je lui souhaite de gagner. Jérôme Bellet a réussi France Info, LCI. Vous pensez qu'il peut gagner ? C'était 2 créations. 2 créations. Là, c'est une recréation. Recréation, oui. C'est beaucoup plus dur. Oui.
J'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Ah non, non, je dis c'est extrêmement difficile. C'est quelque chose que j'aurais jamais osé tenter. Moi, j'aime trop cette radio. J'ai probablement trop de vieux principes concernant le fonctionnement de la radio. Je crois trop à la nécessité du consensuel, de la recherche du plus grand nombre, l'envie de faire plaisir. Moi, pour être franc, en une phrase seulement, j'ai toujours regretté qu'Europe 1 soit trop éloigné de la stratégie de RTL. Je trouve que RTL, depuis toujours, avait choisi la porte grande ouverte, alors que Europe 1 avait choisi vraiment la porte étroite de l'info, avec un petit peu de musique, de plus en plus d'infos. Et ça, à mon avis, c'était l'erreur. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais parti. Aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine. C'est une journée qui vous intéresse? Vous avez envie d'aller visiter un monument, une église, une vieille ferme, un château fortifié? Qui oserait dire que le passé ne l'intéresse pas, puisque c'est sur ça qu'on vit, ce sont ça les fameuses racines. Hein. Philippe Gildas, je suis heureux d'annoncer une nouvelle rubrique dans cette émission à partir d'octobre. Nous ferons en effet une sélection des meilleurs spots publicitaires et nous décernerons le prix Ligne de Mire en fin de saison. Les meilleurs spots publicitaires. Et j'imagine que celui-ci pourrait faire partie du lot. Il avait une chance sur 100 de trouver une pièce dans cet endroit. Une chance sur 1 million d'aligner les 3-7. Une chance sur 1 milliard de tomber sur la seule voiture qui combine ABS et suspension active. Une chance sur 10 milliards que Cindy Crawford soit au volant. Malheureusement, une chance sur 2 pour qu'elle soit accompagnée. Xantia, vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Vous votez pour le spot ou pour Cindy Crawford? Les deux, parce que je trouve extraordinaire cette pub, parce que c'est effectivement le mythe fondateur, finalement, de Las Vegas. Hein, une pièce, la fortune qui vous tombe du ciel en plein désert, et en plus la belle fille. C'est le même réalisateur qui avait fait les spots Cantona. Donc une certaine idée, c'est l'homme qui sait s'entourer vraiment de personnages, de visages. Vous aimez la pub? Oui, je considère qu'elle est tenace. Je la regarde de très près. Elle n'est pas toujours très bonne. Et puis surtout, trop de pubs nuit. Nuit. Nuit gravement à la télé, comme disent les paquets. Merci Philippe Gildas et bonne chance pour Nulle part ailleurs, qui continue une saison encore avec vous. Merci. À l'année prochaine, alors. Un rendez-vous très attendu fixé par TF1, le grand retour de Paul Amar, mardi à 22h30. Comprendre notre société qui bouge, qui s'interroge, qui espère, l'écouter en invitant une famille, toute génération confondue, provoquer, favoriser le dialogue entre cette famille et les personnalités qui font l'actualité, actualité sérieuse ou souriante, à l'image de la vie. Voilà l'esprit de la nouvelle émission que je vous propose sur TF1, tous les mardis après le film, en direct et en public. Paul Amar, c'est donc la rentrée attendue sur TF1, pas tout à fait le bout du tunnel, puisque vous aviez été accueilli par Paris Première, mais vous n'auriez pas pu vous satisfaire du câble. Donc, cette rentrée sur TF1, c'est ce que vous attendiez? Honnêtement, non. TF1 m'a fait cette proposition il y a quelques mois. Vous seriez allé ailleurs? Non, j'étais très heureux sur Paris Première, je le suis toujours, et je me serais justement largement contenté de cette émission que je fais sur Paris Première. Simplement, TF1 m'a fait une belle proposition. Bon, on ne refuse pas une proposition aussi forte de la part de la chaîne leader. Alors, on va se débarrasser tout de suite des scories. Vous avez été chassé de France 2, mis hors du ring après la fameuse affaire des gants de boxe. Vous avez été vraiment blessé dans cette période-là. D'ailleurs, vous ne souhaitez pas y revenir. Du tout. Mais on gomme vite. Hein. Simplement me dire si vous avez été vraiment blessé. Du tout. Le dernier entretien que j'ai accordé après cette affaire, c'était avec vous, Jacques. Vous vous en souvenez? Très bien. 2 ans. Oui. Donc vous le saviez à l'époque que je l'ai été, mais aujourd'hui, c'est plus qu'oublié, c'est évacué. Vraiment évacué? Complètement. Alors, parlons de cette émission. Il n'y a pas de titre pour le moment. Vous allez révéler le titre après-demain, c'est-à-dire mardi, le soir de l'émission. Alors, d'où vient cette coquetterie? Parce que c'est de la coquetterie, quand même. Non, ça aura un sens, parce qu'il y a une petite surprise, voilà, qu'on réserve. Dans la mesure où l'émission est en direct, je pense qu'il faudra la plus grande spontanéité possible, et ben, on le découvrira en direct. Et cela ne vous gêne pas d'être en deuxième partie de soirée? Vous l'avez souhaité, vous êtes quand même l'homme du 20h. Vous êtes celui qui venait au beau moment de la soirée.
C'est une autre façon de faire de l'info. Et cette autre façon de faire de l'info, c'est-à-dire comprendre, comme je le dis dans la bande-annonce que vous avez eu la gentillesse de passer, ça ne peut se faire qu'à 22h30, en deuxième partie de soirée, dans un climat, un microclimat sur le plateau, dans un climat aussi entre le téléspectateur et le présentateur d'émission qui est différent de celui qu'on attend à 20h, qui est beaucoup plus hard, beaucoup plus fort. Je crois que la compréhension, le sens qu'on veut donner dans l'explication de l'événement, dans l'observation de l'actualité, c'est à 22h30 qu'il faut le donner. Mais je ne peux pas oublier quand même que vous avez été l'homme du 19-20 sur France 3, qu'il y a eu ensuite le 20h de France 2 et que peut-être dans votre tête tourbillonnent des souhaits, des gourmandises. L'idée de revenir un jour aux 20h, ou sur la 2 ou sur la 1. Non, Jacques, dans ma tête tourbillonnent de très beaux souvenirs. Du 19-20, de la présentation du 19-20, de cette dimension de proximité que j'ai apprise lorsque je présentais le 19-20, de très beaux souvenirs de la présentation du 20h sur France 2. Un point, c'est tout. C'est une nouvelle aventure qui commence, différente. Donc je ne connais pas le titre, vous ne voulez pas le donner, on le saura mardi. Je sais, et vous le dites, parce qu'il fallait quand même un peu inscrire la ligne éditoriale, c'est une famille française, anonyme, qui analyse, qui commente l'actualité immédiate et qui essaie de poser des questions à d'autres personnalités. Comment est cette famille? Et qui témoigne. Et qui témoigne. Plus qu'elle ne commente. On va tenter d'éviter en tout cas le Café du Commerce, qui témoigne. Exemple. Trois blocs, hein. Trois générations, l'intention est de susciter un dialogue, un échange entre cette famille, donc entre des Français qui représentent la France et des personnalités qui font l'actualité, qui sont davantage connues et qui ont ce privilège que nous avons, vous et moi, qui est le privilège du verbe ou de l'image. Mais c'est aussi de susciter un échange entre les générations au sein de la même famille, qui témoigne plus qu'elle ne commente. Exemple, si le pape vient bien en France, nous serons à 2 jours de la visite du pape en France, donc une des séquences de l'émission qui comportera plusieurs thèmes pour justement garder cette diversité à l'image de la vie. Une des séquences portera sur la religion. Et nous avons choisi une famille catholique, 3 générations, de la mamie aux petits-enfants, mais avec une diversité et à travers les témoignages de cette famille, on verra bien l'évolution, en fait, dans la société, qui est à majorité évidemment catholique en France, du rapport au pape, du rapport à la religion, du rapport à Dieu. Donc vous avez proposé cette émission, l'émission a été acceptée, il fallait donc choisir les familles. La sélection. La sélection. J'ai aussi soumis l'idée à un sociologue très connu de Mute, on a une longue réunion de travail, il nous a confortés dans cette idée-là, en nous disant qu'elle coïncidait avec les, je ne dis pas l'air du temps, parce que c'est un peu superficiel, avec les attentes aujourd'hui des Français. Et ensuite, des collaboratrices donc de l'équipe sont allées sillonner, enfin sillonnent la France depuis plusieurs semaines, à la recherche de familles. Je crois qu'il faut que, la famille soit en adéquation avec la séquence la plus forte de l'émission, la religion et la visite du pape mardi, mais que 2, il faudrait qu'au bout des 40 émissions, parce qu'on s'inscrit dans la durée, des 40 émissions de l'année, puisque l'émission est hebdomadaire, il faudrait que ces 40 familles, autrefois on disait les 200, mais d'une façon péjorative, il faudrait que ces 40 familles représentent dans une certaine mesure l'état de la France. Vous le savez, Paul Amar, nombreux sont les confrères qui vous attendent au coin de l'écran. Vous avez dit d'ailleurs que vous aviez un tout petit peu peur, parce qu'une rentrée, ça n'est pas toujours confortable. J'aimerais que vous écoutiez quelqu'un qui vous a bien connu. Eva Choucroune l'a rencontré. Bon, je vous le dis tout de suite, il s'agit d'Élise Lucet. En ce qui concerne son retour, d'abord, je suis contente qu'il revienne sur une grande chaîne, bien que moi, je l'ai regardé tout le temps sur Paris Première, mais je trouve ça bien qu'il soit sur une grande chaîne. Pas déçu que ce soit forcément sur TF1, parce que c'est bien qu'une personnalité comme lui puisse s'exprimer, que ce soit sur TF1 ou sur le service public. Je pense que l'important pour un journaliste, quoi qu'il arrive, c'est de garder son intégrité de journaliste. Si il lui apparaît qu'il peut la garder sur TF1, pourquoi pas? L'essentiel, c'est qu'on puisse voir une bonne émission animée par un bon journaliste. Un petit message personnel pour lui. On avait une espèce de blague quand on était ici. Il disait, oui, la 2, c'est un hôtel 4 étoiles. Et quand il est arrivé ici, il disait, je pensais que c'était un hôtel 2 étoiles. En fait, non. C'est pire que ça, c'est un foyer Sonacotra, il disait. Et je voulais lui dire que le foyer Sonacotra avait bien évolué, qu'on n'était pas loin maintenant des 3 étoiles, et que du haut de son 5 étoiles, il pouvait de temps en temps nous regarder et même venir nous retrouver ici, que ça nous ferait plaisir. Paul Amar, vous regrettez beaucoup plus France 3 que France 2. J'ai passé 2 années merveilleuses à France 3, avec Élise Lucet, avec Jacques Bel, avec Dominique Rotival, sous la direction de feu Philippe Quillaume et de Dominique Alduy, 2 années exceptionnelles. J'ai passé de très belles années à France 2, vraiment. Et je ne veux pas
Et j'ai eu de grands présidents, vous le savez, comme Desgroupes, comme Bourges et comme d'autres. Et je ne veux pas du tout polluer ces fortes années à France 2 avec un épisode. Alors le service public était longtemps votre espace préféré. Quel goût a le service privé? Le service privé, je le découvre depuis un an, puisque Paris Première est une chaîne privée. Oui. Une chaîne du câble. Une chaîne du câble. Non, mais... 2 500 000, Jacques, il y a 2 500 000 familles qui sont aujourd'hui abonnées au câble, ce qui fait 5 millions de téléspectateurs potentiels. Il ne faut pas ignorer l'émergence de nouveaux territoires qui sont les chaînes câblées. Il ne faut pas que les grandes chaînes hertziennes, et vous êtes sur une grande chaîne hertzienne, ignorent cette croissance-là du câble. Et il y a un ton... Vous allez voir que nous avons beaucoup de tendresse pour ces chaînes-là. On le verra tout à l'heure. Et il y a un ton formidable. Ce que je fais à Paris Première, ce que j'entends faire d'ailleurs à TF1, parce que c'est une émission qui dépend des programmes, ce sera un petit peu le même registre, de grande écoute et de grande convivialité. Il ne faut pas confondre les registres. Quand on présente un journal, quand on dirige un service politique, quand on fait des commentaires politiques, il y a nécessairement des rapports de force qui s'établissent avec les hommes politiques. Et quand on est un jeune journaliste entrant dans une grande chaîne comme France 2, on veille à ce que le journalisme politique ne ressemble pas à ce qu'il était il y a quelques années. Donc il est normal, vous appelez ça regard aiguisé, moi j'appelle ça tout simplement vigilance. On vous a fixé des règles. D'abord, est-ce qu'il y a une règle d'audience? On vous a dit, il faut faire telle audience, autrement l'émission est arrêtée immédiatement. Non, quand Étienne Moujotte m'a appelé, quand on s'est vu, il m'a dit, on t'appelle pour donner du sens. Le mot qu'il a prononcé, d'abord en privé, ensuite en public à plusieurs reprises, c'est le mot sens. Alors, je l'ai noté, ça, Paul Amar. En effet, on attend de vous que vous donniez du sens aux choses. Vous devez incarner une ligne qui est celle de l'éthique, de la responsabilité, de la créativité. Dur exercice. Je suis très flatté. Très flatté, mais enfin... Je suis très flatté et c'est pour ça que je suis un peu angoissé, parce que j'espère être à la hauteur de cette attente. Donc une émission de réflexion. Une émission de réflexion sur l'actualité. Alors je disais que c'était une difficulté que de revenir sur l'antenne, surtout sur TF1, mais... Comme je vous connais bien, vous avez dû préparer véritablement, avec beaucoup d'ardeur, cette rentrée. Oui, parce que je veux répondre à cette attente exprimée par Étienne Moujotte, parce que je veux pouvoir donner le sentiment qu'on peut rester événementiel, couvrir l'actualité, tout en essayant de la comprendre, de lui donner un sens. Et c'est vrai que le journal télévisé aujourd'hui, à cause du progrès technologique, il y a une telle avalanche d'informations, d'images qui est donnée chaque jour, que... Aujourd'hui, le JT, comme on dit dans notre jargon, ne ressemble plus à ce qu'il était auparavant. On n'a plus le temps de s'arrêter sur tel ou tel événement pour tenter de le disséquer, pour tenter de le comprendre. C'est famille, je vous aime ou famille, je vous hais? Famille, je vous écoute. Je vous écoute, c'est différent. Et vous êtes tout à fait d'accord sur la logique commerciale de TF1? Tout à fait. Vous l'acceptez? Mais bien sûr. La preuve, c'est que vous y êtes. Mais je l'accepte. J'entre à TF1 les yeux ouverts. Ouais. Il n'y a pas... Pas l'œil de verre. Hein. Non, ça c'est du roman, de la fiction. C'est du roman, ça. C'est votre roman. Oui. Les yeux ouverts, il n'y a pas de contrainte d'audience. Ça n'est ni dit oralement, ni écrit dans le contrat. Simplement, si... on devait arrêter l'émission dans quelques temps parce qu'elle ne remplirait pas cette nécessité d'audience, croyez-moi, je n'en serais pas contrarié, parce que TF1 ne vit que de la recette publicitaire, donc un besoin d'audience. Simplement, moi, je ne diabolise pas l'audience. Vous savez, quand je faisais le 20h, vous le savez, Jacques, quand on est dans le service public, on regarde aussi les chiffres d'audience. Et c'est important, l'audience. C'est un outil. Mais c'est public. Et le public, il faut le respecter. Et il faut souhaiter que le public soit le plus nombreux possible quand on fait quelque chose. Simplement, ce qui compte, c'est le chemin pour parvenir à cette audience. C'est tout. Il faut prendre le chemin le plus beau qui soit. Vous avez besoin d'être aimé? Ah ben évidemment, comme vous, non? Non, c'est moi qui pose la question. Ah ben moi je vous réponds, oui. Mais oui, d'être aimé des miens, aimé de ce que j'aime, par ce que j'aime, évidemment. D'être apprécié professionnellement, oui. Je redis poser la question de cette manière. Ah ben oui. Avez-vous nécessité d'être apprécié, voilà. Reconnu, au sens professionnel du terme, oui. Alors, Paul Amar, je disais que vous étiez, on le sait, l'homme du 20h sur France 2 pendant longtemps. L'information sur cette chaîne a été redessinée. Il y avait mercredi une conférence de presse. Après le règne Manot, voici que commence le règne de Migneux. Reportage des Vaches aux Crônes.
Après les tensions du printemps dernier, c'est une rédaction apaisée qui présentait ses programmes à la presse. Une rentrée sans grand bouleversement, mais avec toutefois une restructuration des magazines et quelques nouveautés. D'abord, la véritable nouveauté, vous allez voir, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont regarder. Parce que ce sera le meilleur journal, ce seront les meilleurs magazines. Mais bon, ça, c'est un petit peu langue de bois. Hein. Non, les nouveautés, c'est ce que je dis. Ce dossier dans le 20h, ces rubriques dans le 13h où l'on prendra le temps. Et puis surtout les lundis de l'information. À partir du 23 octobre, 3 magazines se partageront en alternance les deuxièmes parties de soirée du lundi. Avec une fois par mois La France en direct, qui revient dans un nouveau décor, pouvant accueillir un plus large public pour participer à un grand débat de société animé par Benoît Duquesne. Tandis que Claude Sérillon arrête Géopolis et arrive 2 fois par mois avec C'est à suivre, un magazine de 90 minutes qui traitera en direct de l'actualité sociale et économique. Nous partirons de faits précis de l'actualité, nous les prolongerons par une enquête reportage pour essayer d'expliquer, de garder ce côté peut-être rigoureux et très clair de Géopolis. Et puis nous les prolongerons par un débat avec les acteurs, les témoins, les gens qui font quelque chose dans ces domaines-là, mais aussi ceux qui le souhaiteront en se signalant par le 3615, le code télématique de France 2. Invité spécial. Enfin, l'invité spécial du jeudi cède la place à un nouveau rendez-vous animé par Arlette Chabot et Alain Duhamel, qui dresseront un lundi par mois le portrait d'un homme politique. Ça nous permet de nous arrêter un moment, à la fois sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils jugent comme un succès, ce que nous on considère comme un gros échec ou une grosse bavure, de revenir sur leur personnalité au travers d'un sondage sur comment les Français le perçoivent. Ils auront la possibilité dans l'émission de développer une idée et une seule, enfin d'autres peut-être, mais en tout cas l'idée à laquelle ils tiennent le plus aujourd'hui avec un avocat, et nous leur choisirons un contradicteur surprise. Donc c'est l'occasion à cette heure un peu plus tranquille de revenir, parler évidemment un peu d'avenir, mais de revenir encore une fois sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font et sur l'image qu'ils donnent d'eux. Si le lundi, vous n'êtes pas devant votre poste pour vous informer, il vous reste le jeudi, envoyé spécial qui fête ses 7 ans et retrouve son horaire de 20h50. Ou encore le dimanche matin polémique, la tribune libre de Michel Cotta. Et enfin, le week-end, thé ou café de Catherine Sellac. Bref, une rentrée avec de nombreux rendez-vous d'information, mais peu de nouvelles têtes. Sur TF1, Paul Amar, vous ne dépendez pas de la rédaction? Non, non, je dépends de l'unité des programmes dirigée par des documentaires dirigés par Pascal Brogniart. Et vous suivez très attentivement tout ce qui peut se passer ailleurs, comme ce qui se passe par exemple sur France 2? Ah, je regarde, oui, j'ai encore plein de copains là que je viens d'entendre, Naron, Sérillon, oui, oui. Le journaliste du 20h doit avoir quelle qualité précise? L'honnêteté, la clarté, l'humilité, l'accessibilité, s'adresser au plus grand nombre, le respect des auditoires qui sont très différents les uns des autres, et je dirais aussi un peu de caractère pour résister parfois à quelques pressions. Mardi, je le rappelle, c'est donc votre rentrée sur TF1 avec cette émission dont vous ne voulez pas encore révéler le titre, mais demain, c'est votre retour également sur Paris Première et fidèle à ses engagements. Pardon, Jacques, simplement, c'est pas le titre qui compte le plus, c'est le contenu. Mais simplement, comme je ne le connais pas, je me permets de vous le dire. Alors, vous êtes fidèle à vos engagements, c'est-à-dire que vous n'abandonnez pas Paris Première, qui vous a accueilli dans des moments douloureux. Vous vous autorisez aujourd'hui cette double collaboration, c'est-à-dire TF1, Paris Première. Nous apprécions, nous, beaucoup la chaîne du câble, qui a su vous accueillir. Rachel Bossard en dessine le portrait. La télé qui a l'esprit plus large que le petit écran. En 1986, avec l'arrivée du câble, apparaissait Paris Première, la chaîne exclusivement consacrée à l'art et au spectacle. Reçue alors par une centaine de foyers, Paris Première est aujourd'hui la plus ancienne chaîne câblée locale. Si je devais résumer la chaîne, je dirais surprenante, divertissante et éclectique. Surprenante en effet, c'est au cœur même de Paris que sont faites 99% des émissions de la chaîne. Paris devient alors un immense plateau d'enregistrement. Bonjour, comme chaque semaine, nous sommes à la Bourse de Paris. Je vous propose ce soir en direct ici du boulevard Rochechouart la collection de Walt. Seul le top flop d'Alexandra Kazan et le tout nouveau journal télévisé du spectacle sont enregistrés en studio. Théâtral. Pour Paris Première. Oh. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les distrais. Surprenante donc, divertissante aussi. La petite chaîne du câble est aujourd'hui diffusée nationalement et, aux surprises, principalement regardée par la province.
Ce que nous leur proposons, c'est surtout la forme de vie parisienne qui fait un peu rêver, qui est soit consommable si on vient à Paris voir un opéra ou aller au Louvre, ou soit complémentaire de ce qui se fait sur les autres chaînes. Et le public s'y retrouve. Essentiellement composé de cadres supérieurs dans les années 90, il est aujourd'hui plutôt féminin et familial, même si la chaîne s'en défend un peu et revendique toujours un certain élitisme. Surprenante, divertissante, éclectique enfin. Ne cherchez pas la cohérence, sur Paris Première, la ligne éditoriale est un peu floue. À trop vouloir mélanger les genres, le téléspectateur s'y perd un peu. Quoi qu'en dise Alexandre Michelin. Il y a une grande diversité parce qu'on a un public qui est très curieux, qui aime le spectacle. Et dans le spectacle, il y a du jazz, du rock, de la musique classique, du théâtre, du café-théâtre. À Paris, tout s'arrange, tout s'arrange. Tout s'arrange aussi sur Paris Première. Depuis 2 ans, la chaîne cherche à corriger ce désordre culturel en articulant sa grille de rentrée autour de grands rendez-vous plus facilement identifiables et par l'arrivée en 95 de personnalités sur son antenne. C'est Jean Edernalier qui, en 94, ouvre la marche. Passons. Nous sommes en plein dans votre sujet. Ah bah Jean Edernalier, vive la littérature, vive Jean Edernalier quand même. Paul Amar bientôt sur TF1, Jean Edernalier aussi sur M6 et avant Pierre-Luc Séguillon aujourd'hui sur LCI. On peut se demander si Paris Première ne servirait pas de tremplin aux animateurs écartés des ondes hertziennes. Au revoir. Qu'en pensez-vous, Paul Amar? On parle plus de disgrâce, enfin c'est la grande rentrée. Et demain, donc sur Paris Première, votre invité sera Eddie Mitchell. Oui. On a l'impression que vous avez du bonheur à retrouver. Ah oui. L'année dernière, certains de mes amis ne comprenaient pas quand je leur disais que je voulais retrouver un petit peu la saveur de notre métier, poser des questions et écouter, être dans un huis clos, mais même regardé par des téléspectateurs. Et j'ai découvert un monde que je connaissais peu, que je connaissais mal, c'est le monde de la création. Il y a une ligne éditoriale à Paris Première, c'est le monde de la création, le monde qui bouge, qui crée, qui vibre, parfois qui délire un petit peu, mais d'une façon saine. C'est ce monde-là que j'ai découvert, je l'ai fait avec un grand bonheur, et je vous avouerai que cette année passée à Paris Première va m'aider dans ce que je vais faire à TF1, dans cette écoute que je vais tenter d'apporter à l'égard d'un autre monde que celui auquel j'étais évidemment confronté, que je connais bien, qui est le monde politique, le monde économique, le monde social. L'important maintenant, Paul Amar, c'est de ne pas perdre votre image. Je ne pense pas qu'elle puisse être gommée parce que TF1, ce n'est pas le diable, et vous y êtes bien accueillis, et puis que l'émission que vous avez choisie répond tout à fait à ce que vous êtes. C'est cela, non? Vous le dites. Donc, votre émission qui n'a toujours pas de titre, pour moi en tout cas, c'est mardi à 22h30. Je le rappelle, il s'agit de toute une famille. Là, il y aura les enfants, les parents et les grands-parents qui vont analyser, commenter, et puis, vous m'avez dit un autre mot? Témoigner. Et témoigner. Témoigner du monde. Oui, et de leur propre vie. Donc, c'est une façon de redécouvrir un peu notre propre pays. Parfois qu'on a tendance à oublier parce qu'il y a le vacarme des mots, il y a le vacarme des discours de ceux qui détiennent ce pouvoir-là, redécouvrir un petit peu à travers une émission qui se veut tout à fait tranquille notre propre pays. Et vous voulez que ce soit un grand succès? Mais, évidemment. Merci, Paul Amar. Merci. Pour terminer, une image d'ailleurs volée à la télévision de Berlin. 3 Allemandes d'aujourd'hui qui rappellent de fâcheux souvenirs d'hier. 30 Meter im Quadrat, Blumenkohl und Kopfsalat. Wer so einen Garten hat, fühlt sich wohl in der Stadt. Eine Braut ist auch schon da und die Braut ist nett. Ich wäre schon komplett, wenn ich das eine hätte. Alle Welt, hey! Alle Welt, schenkt mir einen Gartenzwerg. Alle Welt, hey! Alle Welt, einen kleinen Gartenzwerg. Alle Welt, bitte tu ein gutes Werk. Und schenk mir für mein Rosenbeet einen kleinen Gartenzwerg. Und schenk mir für mein Rosenbeet einen kleinen Gartenzwerg. Un conseil pour cette semaine, très précisément pour demain lundi, une histoire d'amour qui sent bon le midi. Une fiction en 7 épisodes, dans un grand vent de fleurs. C'est l'histoire d'une dynastie de parfumeurs établie à Grasse depuis 2 siècles. Encore une incursion dans l'univers impitoyable des affaires. Demain,
sur France 2. La ligne de mire, merci à nos invités, Philippe Gildas et Paul Amar. Merci à vous tous qui avez su nous accompagner. Bonne journée, bonne semaine, à dimanche, dimanche 13h. Tout commence par le pied, ensuite vient la plage et la mer. Faut pas rêver avec Manu Dibango tout de suite sur France 3.